Bonjour à tous. Comment réussir à tenir nos objectifs climatiques alors que les usages numériques sont toujours plus croissants, galopants, je dirais même? Est-ce que la tech est prête à réduire drastiquement son empreinte carbone, son impact aussi sur les ressources naturelles? Quels sont les choix qui s'offrent à nous, les utilisateurs? Ce sera le grand sujet à la une aujourd'hui de Smart Tech. Et puis on aura rendez-vous avec l'actualité des cryptos. On ira évidemment regarder par où va le web. Mais d'abord, je propose une interview sur l'avenir des caméras de plus en plus intelligentes, des caméras de vidéoprotection, vidéosurveillance, comme vous voulez, qui sont capables aujourd'hui de traiter des images en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. C'est l'interview tout de suite dans Smart Tech. À la une de Smart Tech, je le disais, on va parler d'empreinte environnementale du numérique, des solutions qui s'offrent à nous que ce soit acteurs ou utilisateurs de ce monde numérique et des technologies. Tristan Richard, vous êtes là pour ce débat, directeur des opérations APL Data Centers, et vous discuterez avec Frédéric Bordage, qui est à distance avec nous, le fondateur de l'éminent collectif Green IT. Bonjour et bienvenue. Avant d'entamer cette grande discussion ensemble, je propose qu'on regarde ce qui se passe du côté de la vision par ordinateur. On appelle ça la computer vision en anglais. Donc des caméras de plus en plus intelligentes qui sont capables d'analyser en temps réel tout ce qui se passe sous leurs yeux. Bonjour William Eldin, vous êtes le directeur général et cofondateur de 22. Oui. 22 créé en 2015. Oui, ça commence à faire. Ça commence à faire. Vous êtes parmi les précurseurs de ces technologies, une entreprise française, signalons-le, donc spécialiste de ces technologies. Dites-nous, où elles sont ces caméras de plus en plus intelligentes et quelles actions servent-elles aujourd'hui ? Elles sont pour la vidéosurveillance, donc habituellement à hauteur de vidéoprotection. Oui. Elles ont été installées pour la sécurité. Oui. Donc on en trouve où ? Dans les villes ? Ouais, essentiellement dans les villes et dans les sites privés, type les gares, les aéroports, les sièges sociaux d'entreprise, les parcs d'attractions et tout un tas d'autres endroits où on doit assurer une sûreté. Et au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'une caméra, c'est comme un œil, et votre œil, il ne fait pas que de la sécurité. Il peut faire plein d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est le sens de l'histoire. 70% de ce que vous consommez en tant que matière grise, et donc votre réflexion, se fait grâce à la captation d'un signal qui est par vos yeux. Donc, ça veut dire que n'importe quelle caméra, demain, peut faire des choses que vous faites avec vos yeux. Alors, par exemple ? Par exemple, de l'excellence opérationnelle. On va de plus en plus dans tout ce qui est food, retail, donc des restaurants, et on est capable de dire, voilà, ce client, il a attendu tant de temps, son assiette est vide. Là, il faut, dans un fast-food, vite le servir, parce que lui, ça fait plus d'un certain temps qu'il attend, et il manque un burger sur son plateau. Donc, dépêchez-vous de lui mettre pour le livrer. Et en fait, ça peut aller, mais même beaucoup plus loin. Le sommelier pourrait avoir à terme, en temps réel, le niveau de chaque vin et qui est à resservir de manière vraiment hiérarchique. Donc en fait, tout est imaginable et c'est ça qui est fou avec cette techno, c'est qu'à la base, c'est une techno de sûreté qui détecte les comportements soi-disant ou tout un tas d'autres choses. Mais en fait, quand on tire sur la pelote de laine, on se rend compte que 70% de notre manière de fonctionner avec le système économique se fait avec nos yeux. Et donc, c'est ça qui est magique. On arrive à traquer des colis à valeur ajoutée, on arrive à faire C'est ça, je veux dire, déjà, aujourd'hui, les premières utilisations très concrètes, vous parlez de la vidéosurveillance, il y a aussi tout ce qui est observation des chaînes logistiques. Oui, exactement. On en trouve déjà de ces caméras. On en trouve déjà, ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est que nous, on peut rajouter des usages derrière. C'est-à-dire que notre logiciel s'installe derrière n'importe quelle caméra, et en fait, se paramètre assez facilement. Je voudrais voir quand un colis sort du chariot, et donc du coup, là, on est alerté en temps réel. Ou quand un colis dure plus d'un certain temps à un endroit où c'est dangereux. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Vous parlez tout à l'heure d'économie énergétique. Oui. On fait des tests en ce moment dans une ville proche de Paris où, grâce aux caméras existantes, donc on n'a pas mis de nouveaux capteurs, on pilote la lumière la nuit. C'est-à-dire qu'on éteint tout, ou on laisse à 5% à partir de 2h du matin. Et en fait, dès qu'on détecte un humain, hop, on remet. Dès qu'on détecte une voiture, on remet un petit peu. Et donc, on a réussi à économiser quasiment 70%. Donc, en fait, cette technologie-là, elle est là et elle est faite pour nous aider
à faire des actions qu'on n'a pas le temps de regarder parce qu'on n'a pas le temps de voir. Ça, c'est le monde merveilleux avec des interfaces hyper intuitives qui s'adaptent tout le temps à nos besoins et nos usages. Mais il y a aussi l'autre facette de ces caméras. Parce que se dire qu'on va être filmé en permanence, que nos yeux seront les yeux de tout le monde, traqué, partout, etc. tout le temps, c'est un sujet très compliqué, ça, pour la société, en termes d'acceptabilité. Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a la peur. Parce qu'on a tous vu des vidéos où on est traqué, dans les pays asiatiques sûrement, et donc du coup ces vidéos font peur. Et du coup, cette peur, elle n'est pas compensée parce que c'est compliqué comme technologie à comprendre. Donc du coup, à part être docteur en intelligence artificielle et savoir exactement l'analyse de pixel feed en temps réel, etc., vous pouvez que me croire. Et moi, je vous dis que dans nos bases de données, un humain, aujourd'hui, c'est comme un objet parce que c'est un amas de pixels et de formes. Et en fait, si on décide, parce qu'aujourd'hui c'est illégal et c'est le parti pris que nous avons chez 22, de ne pas faire de reconnaissance faciale ou d'identité biométrique dans la catégorie objet humain, alors il n'y aura aucun souci, on ne peut pas remonter à vous. Donc en fait, c'est quand même en train de bouger en France avec les Jeux Olympiques 2024, où on inscrit aujourd'hui dans la loi la possibilité d'avoir recours à ces technologies pour gérer des mouvements de foule. Alors c'est bien, la loi JOP qui est passée, on est content. On aime bien les éléments de langage à l'intérieur qui sont précisés, ce qui était un flou avant, on ne savait pas quoi faire. Et rassurant, Voilà. Après, pour une technologie comme la mienne, où on doit avoir une forte croissance et un marché qui s'ouvre, c'est pas assez. C'est une expérimentation. Qu'est-ce qui va pas assez loin ? C'est une expérimentation pendant les JO. Donc ça veut dire qu'au début des JO, on va installer des systèmes et à la fin des JO, on va les retirer. Rien à voir Pas tout de suite à la fin, je crois qu'il y a un délai, le temps d'exploiter l'ensemble des données. Exactement. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très focus sécurité, c'est très focus événements et JO. Et en fait, moi, 98% de mon business, il se fait dans en tout cas l'excellence opérationnelle dans les entrepôts, dans les usines, dans les magasins, etc. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de loi ? Si, justement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi, il n'y a aucun cadre juridique. Donc on a besoin au moins de spécifier ça pour aller plus vite et accélérer. Et votre marché est principalement en France ? Non, au contraire. Notre marché, il est essentiellement aux États-Unis aujourd'hui parce que la Chine et l'Asie-Pacifique est un peu plus fermée. Il y a des concurrents qui vont un peu plus loin en termes de liberté personnelle. Mais il y a une aspiration très très forte aux US. Et au contraire, on dit, allez la France, s'il vous plaît, venez, on y va. Parce que c'est un système qui est tenu par des gros opérateurs qui gèrent les caméras. Pour y rentrer, c'est compliqué. Donc du coup, voilà, on essaie de bouger les choses. Mais non, c'est pas le marché qui aspire le plus. Et alors là, vous avez quand même réussi une superbe levée de fonds, 22 millions d'euros, auprès d'acteurs non négligeables comme la SNCF. Déjà, c'est la BPI qui lead notre tour. Donc, merci la BPI et merci d'avoir embarqué tous ces actionnaires. Ensuite, il y a la SNCF, il y a le groupe Bouygues, il y a le fonds de Xavier Niel et il y a des entrepreneurs qui ont revendu leur boîte que vous connaissez sûrement dans la tech. Donc, c'est cool, on y croit. Des gros acteurs français y croient et je voulais m'en entourer pour faire monter la confiance et pour montrer que justement c'est une IA éthique que nous développons et il n'y a pas de données personnelles à l'intérieur. Donc c'est pour aller un peu plus vite et justement avoir accès aussi à ces beaux acteurs qui ont des parcs de caméras. Donc vous voulez aller un peu plus vite sur quel marché ? Est-ce que vous voulez accélérer en France justement, en Europe ? En fait, on accélère partout jusqu'à en déborder et à être aspiré ailleurs. Donc on accélère à fond en France, et c'est notre objectif, c'est notre stratégie dans la levée de fonds, mais on répond aussi à l'étranger, et évidemment qu'on ouvre en ce moment aux États-Unis. Sur les cas d'usage, où est-ce qu'il vous semble le plus pertinent aujourd'hui d'investir sur ces nouveaux types de caméras ? Le plus pertinent. On a parlé sécurité, on a parlé logistique. Est-ce que c'est là que ça se passe uniquement ou est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux marchés à aller défricher ? Il faut, en fait, cette technologie, et c'est ça qui est un peu, à la fois magique et compliqué, c'est qu'elle répond à plein de secteurs et plein de problématiques. Donc il faut choisir. Et il faut choisir où il y a déjà des caméras installées, où il y a déjà des gens qui sont derrière pour pouvoir interopérer avec, et avec des gens qui ont envie, donc un gros ROI derrière. Donc la logistique est vraiment le premier secteur aujourd'hui où il y a une aspiration de ce besoin de sûreté. Ensuite, l'excellence opérationnelle dans tout ce qui est les supplies, les chaînes d'assemblage, les kittings, donc la bonne commande bien chargée avec le bon nombre de produits à la bonne personne, donc tout ce qui est cette vérification.
et après de plus en plus le retail et le food. Aujourd'hui, le fast-food est en train de nous ouvrir un marché, vu que... C'est-à-dire, pourquoi le fast-food? Parce qu'il est Qu'est-ce millimétré. qu'on peut faire dans les fast-food avec vos caméras? Ce qu'on peut faire, c'est que déjà, il y a 60% de taux d'erreur à la livraison. Donc, contrôler les commandes. Ah, quand même. Ouais. Donc, la bonne voiture qui a commandé à la bonne borne. Dans les la drives. bonne commande, exactement. Ensuite, à l'intérieur du restaurant, le manager, il est tout seul. On lui dit quelle table à débarrasser, au bout de combien de temps il faut aller nettoyer les WC, quand est-ce qu'il faut jeter les poubelles, etc. Et donc, après, on lui calcule ses temps d'attente et tout un tas d'autres choses. Donc, la précision à la commande, etc. Donc, on va être le vrai relais finalement, d'un manager qui n'a pas le temps d'avoir ses yeux partout, mais qui va se servir des 35 caméras pour pouvoir prendre le relais sur ses opérations. Vous avez déjà réalisé des tests? Il y a des choses qui fonctionnent? On a même un beau scale aux États-Unis en ce moment. Ouais. Je décolle pour Chicago la semaine prochaine pour aller signer un gros contrat. Donc du coup, oui, ça avance et ça avance fort. Bon, alors vous êtes aussi prof à Sciences Po en intelligence artificielle, puisqu'il y a quand même de l'intelligence artificielle dans vos caméras, mais il n'y a pas encore de chat GPT, j'imagine? C'est dans la voie. Ah, alors, et qu'est-ce que vous leur dites à vos élèves là-dessus? Je leur explique que c'est un outil qui arrive et qui va déferler un peu partout, qu'il faut le prendre en main vite et qu'il faut comprendre ses limites. Parce que ça ne sert à rien de fabuler. Parce qu'à Sciences Po, ils ont communiqué assez brutalement, je trouve, un peu vite peut-être, sur ChatGPT est interdit chez nous. Ah oui, c'est interdit dans un certain contexte pour être aidé. Vous avez le droit d'en parler, donc? Oui, évidemment. Non, mais c'est même pas interdit dans les couloirs, il n'y a pas de sujet. Tant mieux. C'est juste que c'est une anti-sèche magique quand même. Oui, enfin bon, après, si on est motivé et qu'on veut grandir dans une profession, comme j'imagine les élèves de Sciences Po, c'est pas le but. Ça s'appelle la responsabilité, ce que vous dites. Apprendre à travailler avec, quoi, c'est tout. Et moi, je leur apprends à travailler avec. Donc, c'est un peu un de mes objectifs. Ok, super. Merci beaucoup, William Eldin de 22. On a parlé ensemble de l'avenir de la computer vision, la vision par ordinateur. C'est aussi des nouveaux usages. On est dans cette croissance du numérique partout, tout le temps. Alors, comment on fait pour réussir à tenir ces objectifs climatiques? On en parle tout de suite dans le Tech Talk. Alors, empreinte environnementale du numérique en France, qu'est-ce que ça représente? Comment est-ce qu'on peut travailler ce sujet autour de l'éco-conception? On voit beaucoup de choses émerger sur les cycles de vie, comment allonger la durée de vie des matériels. L'industrie tech est-elle prête vraiment à réduire drastiquement son empreinte carbone et aussi son impact sur les ressources naturelles? On en parle avec Tristan Richard, directeur des opérations chez APL Data Center, donc société spécialisée dans le conseil, l'ingénierie, la réalisation et l'exploitation de data centers. Tout à fait. Bonjour à nouveau et bienvenue. Vous vous engagez à développer des data centers en symbiose avec l'environnement. Donc vous allez nous expliquer comment vous faites. Évidemment, les data centers sont regardez de très près sur cette question d'impact environnemental. Vous pourrez nous expliquer votre démarche. Je précise que vous faites aussi partie du consortium d'acteurs qui a participé à l'élaboration de NegaOctet, qui est un outil qui permet justement de calculer l'impact carbone d'un bien ou d'un service du numérique. Et derrière ce NegaOctet, on retrouve l'ADEME, l'ARCEP, mais aussi Green IT, qui est notre deuxième invité par Skype. Frédéric Bordage, bonjour. Vous êtes, vous, un pionnier, il y a un expert de ces questions, une référence sur ces différentes facettes du numérique responsable. Le fondateur, je le disais, de l'éminent collectif Green IT, premier réseau aujourd'hui d'expertise en Europe sur la sobriété numérique. Vous accompagnez les entreprises, les pouvoirs publics sur leur stratégie pour un numérique responsable et plus sobre. Vous avez créé donc la méthode officielle avec l'ADEME pour évaluer et réduire les émissions de gaz à effet de serre du numérique. Vous avez aussi à votre actif plein d'autres outils qui sont utilisés par l'industrie. Donc ça bouge quand même dans cette industrie sur cette question environnementale. Je précise qu'il est resté avec nous en plateau William Eldin, directeur général et cofondateur de 22. Vous, votre spécialité, c'est la computer vision, mais vous pouvez évidemment participer à ce débat. Vous faites partie de ces acteurs de la tech qu'on attend sur ces questions. D'abord, est-ce qu'il vous semble que cette industrie, globalement, les acteurs sont prêts aujourd'hui à réduire drastiquement leur empreinte environnementale, Tristan? Ce qu'on vient d'entendre à l'instant est une belle illustration finalement de l'augmentation et de l'explosion finalement des besoins des utilisateurs finaux et du besoin finalement de calcul et d'évaluation finalement de la mesure de la donnée, du calcul de la donnée. Et donc depuis 2015, c'est 400% de flux Internet en plus entre 2015 et 2021, c'est plus 60% d'utilisateurs. Et donc on se rend compte qu'il y a une forte augmentation
du besoin des utilisateurs, de la demande, et Je confirme. la vidéosurveillance Oui. en est une belle illustration. Ouais. A contrario, on se rend compte que la consommation énergétique des data centers, finalement, a augmenté entre 10 et 30-40%. Donc il y a eu déjà, au niveau des centres informatiques, La consommation de quoi, consommation précisément? électrique. La Électrique. consommation électrique a finalement augmenté moins vite que les besoins des utilisateurs et les usages de l'informatique. Et donc parce que le domaine des data centers est engagé depuis plus de 15 ans finalement dans cette réduction de l'impact environnemental des data centers. Et a commencé... Et parce qu'aussi, c'est une motivation économique. Alors, ça a commencé il y a une quinzaine d'années justement pour réduire ces consommations et éviter de trop payer d'électricité, c'est Ouais. sûr. Mais on se rend compte que finalement, ce n'était que la première étape finalement sur d'autres activités qui permettent de réduire cet impact environnemental. On le verra après. Donc il y a l'impact carbone dont on parle beaucoup actuellement, mais c'est aussi la consommation d'eau. Ouais. C'est l'impact visuel, sonore des data centers dans leur environnement immédiat. Et on retrouve cet effet de symbiose avec l'environnement. Finalement, on est là pour construire aussi des data centers qui s'intègrent dans l'environnement immédiat. Comment est-ce qu'on peut être en symbiose? Un data center, ça ne ressemble pas du tout à une forêt. Et un exemple très flagrant, il y a plus de 10 ans maintenant, une grande banque française a créé 2 gros data centers au milieu des champs. Et finalement, vous vous approchez de ces data centers, vous ne les voyez pas. Parce que l'aspect architectural de ces data centers est complètement fondu, finalement, dans son environnement immédiat. Donc ça, c'est un exemple flagrant d'être en symbiose avec son environnement. Donc architectural, en tout cas une symbiose architecturale, mais aussi environnementale. Environnementale, puisque maintenant on récupère la consommation, la chaleur finalement générée par les serveurs, on la récupère pour aller réchauffer des immeubles de bureaux, des commerces, des logements qui sont à proximité finalement des data centers. Alors, c'est ça, cette symbiose. Je vais interroger Frédéric sur plus précisément ce qu'on appelle la pollution numérique, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses. On parle de l'empreinte carbone, on parle de l'utilisation de l'eau. Qu'est-ce qu'on appelle la pollution numérique? Sur quoi est-ce qu'on doit agir, Frédéric? Aujourd'hui, le numérique, on estime, ce sont les chercheurs indépendants de la Commission européenne, estiment que le numérique contribue à 16 crises environnementales et sanitaires majeures. Donc, je ne vais pas toutes les décrire maintenant. C'est beaucoup quand mais même. Ouais. si on décrit les principales, notamment celles qui ont été mises en avant dans l'étude publiée par l'ADEME et l'ARCEP récemment, on se rend compte que les principales crises auxquelles le numérique contribuent sont l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Donc, ce sont les métaux, les minéraux notamment. Ça, c'est 52% de l'empreinte du numérique en France. 28% de l'empreinte du numérique en France, ce sont les radiations ionisantes. Donc là, on est sur un impact sanitaire. Et puis, il reste 11% pour les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est finalement peu par rapport aux 2 autres crises environnementales et sanitaires majeures. Et puis, les autres qui vont contribuer à 9% au total de l'empreinte du numérique. Donc, c'est ça, en fait. Là. Ce qu'on appelle la pollution numérique, c'est ça. Oui, ça veut dire finalement peut-être que la réduction de l'empreinte carbone, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire? En fait, ce n'est pas l'indicateur le plus significatif. Tout le monde est focalisé sur l'empreinte carbone du numérique, alors que l'enjeu, il est d'abord sur ne pas contribuer à épuiser trop vite les ressources à partir desquelles on fabrique la technologie en général, dont le numérique. Donc l'enjeu numéro 1, c'est évidemment réduire des impacts, mais l'enjeu numéro 2, c'est économiser ces ressources dont les stocks, ce qu'on appelle les réserves rentables, sont en train de s'épuiser à très grande vitesse. On sait qu'aujourd'hui, ça n'est pas des siècles qu'on a devant nous pour la technologie, mais des décennies, littéralement. Et donc l'enjeu, c'est de faire des choix. D'ailleurs, c'est l'objet de la loi Rennes qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, faire des choix et décider ce qu'on souhaite faire avec le numérique. Est-ce qu'on souhaite optimiser des processus, augmenter des flux de marchandises dans le monde, etc., augmenter la taille des télévisions, ou est-ce qu'on souhaite réserver les dernières ressources de numérique pour modéliser le climat, je ne sais pas moi, se soigner, passer des IRM. Il y a un choix de société qu'on doit faire aujourd'hui, au-delà de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui est de préserver la ressource. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, ce faux sentiment qu'on est dans une
une industrie où on est dans une croissance infinie, en fait, puisque on est dans cette idée que le numérique, c'est du virtuel, et donc on peut créer autant de numérique qu'on le souhaite. Et là, ce que nous dit Frédéric Bordage, c'est que ça dépend de ressources tout à fait finies, limitées. Tout à fait. L'informatique, c'est avant tout du physique. Ouais. Donc, un bâtiment data center, de l'électricité, de la climatisation, mais aussi des terminaux, votre smartphone, votre tablette, l'écran plat de la télévision, l'ordinateur. Et quand vous faites le cumul finalement de l'ensemble des équipements que vous avez chez vous au sein d'un foyer français, vous pouvez les compter par dizaines finalement au sein d'un seul et même foyer. Et on se rend compte que finalement l'impact environnemental premier, c'est pas la consommation énergétique, c'est vraiment toute la partie fabrication de l'ensemble de ces équipements-là. Donc il y a aussi un cercle vertueux finalement, comme le disait Frédéric, à réduire ou essayer d'optimiser finalement l'ensemble des équipements qu'on peut avoir à notre disposition pour répondre à nos besoins qui sont tout à fait justifiés d'utilisation de l'informatique actuelle et future. Voilà. Ah oui, la question de l'usage vraiment essentielle. Frédéric, vous avez évoqué la loi Rennes. On a aussi un rapport de l'ADEME avec l'ARCEP qui est sorti récemment, avec différents scénarios étudiés. Pas mal, je trouve, de communication aujourd'hui sortent autour d'initiatives d'éco-conception, de responsabilité des data centers, etc. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui qu'on est vraiment dans une prise de conscience suffisante, ou est-ce qu'on ne va pas encore assez vite ? Alors, on va clairement pas assez vite. Je suis désolé, j'aimerais dire l'inverse. Mais il suffit de regarder l'étude ADEME-ARCEP qui vient d'être publiée il y a une dizaine de jours et qui se projette à l'horizon 2030-2050 à peu près, et qui démontre que dans un scénario réparateur, celui où on utilise de l'intelligence artificielle, de l'IoT, et on multiplie les data centers et les terminaux d'ailleurs. Si on se projette dans ce pari réparateur, c'est le titre du scénario, on multiplie par 4 les impacts environnementaux du numérique en France à l'horizon de quelques décennies. C'est évidemment absolument insoutenable puisque le GIEC nous dit que nous devons réduire notre empreinte environnementale, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Nous devons les avoir divisées par 2 à l'horizon de 2030. Donc on voit qu'il y a vraiment deux mondes qui coexistent et qui ne se rencontrent pas sur l'atteinte des objectifs. Il y a les scientifiques d'un côté et puis il y a le monde du business en fait de l'autre. Donc en fait, il va falloir concilier ces deux mondes si on veut atteindre les objectifs de soutenabilité tels qu'ils sont définis par les scientifiques. Alors c'est aussi le risque, c'est qu'on ait deux mondes avec une scission telle finalement qu'ils ne se parlent plus et qu'on n'arrive pas à travailler ensemble, non ? Alors je compléterai par une petite note positive. Oui. Il y a encore 5 ans, dans les data centers, le seul critère, c'était la continuité de service. Être sûr que son infrastructure fonctionnait 24 heures sur 24, 365 jours par an. Depuis maintenant plus de 2 ans, le critère environnemental devient pratiquement aussi prépondérant que le niveau de continuité de service. Donc il y a une évolution des mentalités. Il y a une évolution. Mais ce que dit Frédéric, ça va pas assez vite, c'est pas assez radical. Ça va jamais assez vite, mais il y a quand même une accélération depuis 3-4 ans et ces critères liés à l'environnement, à l'évaluation de cet impact environnemental, deviennent de plus en plus prégnants dans la conception et l'exploitation des data centers et finalement leur fin de vie aussi également. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que avec l'ADEME, l'ARCEP, il y a la mise en place, donc il y a des bases de données d'évaluation de l'impact environnemental, mais il y a aussi des méthodes qui ont été mises en place pour justement évaluer de manière normative, finalement, l'impact environnemental d'un service numérique, d'un data center, d'un service cloud, et ainsi de suite. Et donc, autour des bases de données qui sont de plus en plus fiables, dont la base NegaOctet, Green IT, APL Data Center ont participé à l'élaboration de cette méthode qui permet de mesurer l'impact environnemental des services numériques suivant une méthode. Parce que déjà, avoir l'information, c'est un point important. Parce qu'on ne pouvait pas bien mesurer jusqu'ici, donc on ne pouvait pas forcément agir là où il fallait. Alors moi, il y a quand même ce sujet de la fracture qui risque aujourd'hui de se créer, avec d'un côté ceux qui nous disent, là, il faut tout arrêter. C'est l'ultra low-tech, je dirais. Et de l'autre, les techno-solutionnistes qui nous disent, non, mais de toute façon, tout ça, ça va passer parce qu'on va trouver des solutions pour résoudre tous ces problèmes. Frédéric Bordage, vous situez pratiquement, je dirais,
au milieu, puisque vous accompagnez cette industrie du numérique vers cette sobriété. Quel est ce milieu, ce juste milieu à trouver pour que les deux continuent quand même à travailler ensemble? Vous avez cité la démarche d'éco-conception. Clairement, aujourd'hui, la Commission européenne pousse tous les États membres, dont la France, à éco-concevoir l'ensemble des produits et des services numériques. On a aujourd'hui les méthodes et les outils qui permettent de le faire. Nous, on est allé un cran plus loin que les standards existants en définissant une démarche qui s'appelle la slow tech, qui est finalement la contraction de la low tech et de la high tech, où l'enjeu, c'est de garder des capteurs, garder des data centers quand c'est absolument indispensable, mais par contre, c'est d'enlever des processus 100% numériques aujourd'hui un peu technosolutionnistes, c'est d'enlever tous les bouts de numérique qu'on peut enlever. Et on a des exemples comme ça, comme une startup, Weatherforce, qui va calculer des prévisions pluviométriques très fines, très fiables pour des agriculteurs avec un super calculateur blindé d'IA basé à Toulouse, mais qui va transmettre ces prévisions pluviométriques avec de simples SMS en 2G sur des featured phones qui ont 15 ans. Et donc l'enjeu, en fait, et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a des démarches, des solutions qui permettent d'atteindre les objectifs de développement durable dans le domaine du numérique. L'enjeu, c'est effectivement, comme vous le soulignez, de décliver notre pensée et d'assembler low-tech et high-tech dans un même processus hybride, mais qui est encore un peu difficile ou surprenant pour un monde qui est encore soit d'un côté, comme vous le soulignez, très décroissant ou très technosolutionniste. Et donc, il faut vraiment essayer de rassembler, c'est ce qu'on fait avec cette démarche de slow tech, mais aussi avec les méthodes telles qu'elles ont été présentées par Tristan, c'est-à-dire toutes les méthodes qui sont mises au point aujourd'hui avec des experts, notamment le consortium Négaoctet, dans le cadre en fait des démarches qu'on appelle des PCR pour évaluer finement les impacts environnementaux pour pouvoir les réduire. Oui, avoir des outils. Bon, c'est là où on ne fait pas de technosolutionnisme, mais on a quand même besoin un peu de tech pour mesurer, pour avoir le bon diagnostic. La slow tech, ça vous parle, William Eldin? Ça me parlait à la fois pas du tout. C'est-à-dire que c'est un concept nouveau, c'est normal. Bah ouais, peut-être. Il faut le temps d'acquisition. Ouais. Mais dans l'intelligence artificielle, il y a deux grosses phases. Il y a la phase d'apprentissage qui, elle, consomme énormément. Et après, il y a la phase d'inférence où on met ça dans la vie de tous les jours. Où là, les financements ou les projets nous cadrent tous à dépenser le moins possible d'énergie. Donc, on bosse sur les phases d'optimisation. Mais un peu comme le sujet de l'éthique dans l'intelligence artificielle, moi, je suis un peu perdu avec cette économie énergétique au total, parce que, comme le dit Frédéric, il y a plein de sujets qui sont peu mesurés, on est peu éduqué dessus, et on est même peu suivi au quotidien sur ces indicateurs qui nous permettraient de tendre vers une évolution. Donc, en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on veut tous, philosophiquement, mais on a du mal à s'y retrouver dans le temps qui nous est imparti. Donc, peut-être que ce sujet va mûrir de plus en plus et va nous être accessible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas très techno et on ne passe pas du temps à aller chercher où est-ce qu'on peut faire des économies et sur quoi, on se plante en fait. Mais je pense que c'est aussi aux gens qui font des programmes, aux utilisateurs, de descendre dans les couches basses finalement physiques de l'infrastructure du numérique et d'aller challenger les constructeurs informatiques d'un côté, les fournisseurs d'accès Internet de l'autre, les hébergeurs de data centers de l'autre côté, pour leur dire on souhaite avoir des infrastructures qui soient à plus faible impact environnemental. Et c'est comme ça aussi que ça va faire évoluer notre domaine et nous faire réfléchir, tel qu'on l'a déjà fait chez APL Data Center, pour éco-concevoir des data centers, intégrer des nouvelles technologies, comme par exemple les serveurs à immersion, comment on peut intégrer de l'hydrogène maintenant, soit pour alimenter les groupes électrogènes, soit pour avoir des systèmes de stockage d'énergie. Mais c'est ce passage à l'action qui est compliqué aussi. Mais ce passage à l'action nous est demandé maintenant par nos donneurs d'ordre, parce qu'ils n'ont plus le choix que de proposer des infrastructures à plus faible impact environnemental. Et alors le futur data center, il sera comment? Parce que là, on se dit, mais là aussi c'est galopant, il faut toujours plus de serveurs pour traiter toujours plus de données. Comment on va s'en sortir? Vous voyez comment vous l'avenir? Précis. Il y a 10 ans, pour 1 kW d'informatique, il fallait 1 kW de froid pour refroidir. Actuellement, pour 1 kW d'informatique, il faut entre 0,2 et 0,3 kW de froid pour refroidir l'informatique. Et donc, le data center du futur, c'est un data center où déjà les températures de fonctionnement seront à peu près équivalentes aux températures ambiantes extérieures, ce qui est déjà presque le cas.
On climatise des data centers à 25, 26, 28 degrés maintenant. Donc on a de moins en moins besoin de la climatisation. C'est des matériaux aussi éco-responsables, le béton bas carbone, pourquoi pas dans un avenir plus ou moins proche des data centers en bois. Et c'est aussi toute la... Quand vous me dites ça, moi je pense aux incendies tout de suite. Hein. Oui, mais le bois aussi est résistant à l'incendie dès l'instant où il a une certaine propriété. Et c'est aussi toute la filière de recyclage des infrastructures data center qui vont être démontées. Et pourquoi pas faire du rétrofit, donc restructurer des anciens bâtiments en data center pour éviter une artificialisation des sols, par exemple. On réutilise les dalles béton au lieu de construire sur des champs. Excellente idée. Voilà. Frédéric, je crois que vous vouliez en particulier, vous l'avez évoqué, parler de la question des écrans aussi. On est dans un monde où on est de plus en plus confronté à ces écrans en permanence et c'est une source de pollution énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça ? En fait, c'est très simple, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, quand l'ADEME a publié son étude, ADEME-ARCEP, sur l'empreinte du numérique en France, on se rend compte que si on prend un équipement individuellement, celui qui a le plus d'impact à l'échelle de nos vies numériques, c'est l'écran de la télévision qui trône au milieu du salon. Et le point important, c'est qu'on augmente de façon continue la diagonale de ces écrans et surtout, on est en train de changer de technologie en passant d'une technologie LCD à une technologie LED. Et dans un écran LED, c'est-à-dire de nouvelle génération, on a jusqu'à 4 fois plus d'impact environnementaux. Donc l'enjeu, c'est pas de se priver des écrans parce qu'on en a besoin dans notre vie numérique, au travail, et c'est normal de souhaiter s'informer, se divertir en regardant la télévision. Mais l'enjeu, c'est de modérer en fait l'augmentation, voire de stopper l'augmentation de la taille des écrans et d'essayer d'allonger au maximum leur durée de vie. Et donc je pense que c'est un message important à passer. Celui-là, il est très simple. Il faut être raisonnable sur la taille des écrans et il faut tenter d'allonger la durée de vie, soit en conservant longtemps son écran, soit aussi en lui redonnant une seconde vie, par exemple en massifiant le réemploi des écrans. Ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui. On a du mal à trouver des écrans reconditionnés, par exemple, des écrans de télévision, par exemple. C'est simple, mais pas si simple en fait. Tout ça, ça dépend quand même de choix, de prise de décision forte de chaque acteur de la chaîne et nous y compris. Merci beaucoup pour vos éclairages, Frédéric Bordage du collectif Green IT, Tristan Richard de APL Data Center. Merci aussi à William Eldin d'être resté avec nous de 22. On continue Smart Tech, on va faire une petite pause. Pour changer de sujet, on va regarder ce qui se passe du côté des crypto-actifs en ce moment. Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech pour la deuxième partie de votre émission sur le numérique et les techs. On va parler des cryptos actifs et de leur actualité avec Flavio Restelli, consultant crypto chez KPMG. Bonjour Flavio, bienvenue. Et restez avec nous en plateau Tristan Richard, le directeur des opérations chez APL Data Center. On a parlé ensemble pollution numérique. On a adressé ce sujet de la pollution numérique des cryptos ensemble aussi Flavio. Mais là, on va d'abord faire un petit tour de l'actualité ensemble. On commence par Coinbase, cette plateforme d'échange de crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe chez eux ? En fait, il se passe surtout quelque chose aux États-Unis, dans la mesure où déjà on avait vu sur le mois de février, il y avait eu des décisions et des actions de la part des régulateurs à l'encontre de certains acteurs du monde crypto. Je pense à la plateforme Kraken, au stablecoin BUSD de Binance et Paxos. On voit que depuis la chute de la plateforme FTX en fin d'année dernière, l'approche des autorités américaines a changé et a durci de manière considérable vis-à-vis des acteurs du monde crypto. Et maintenant, même Coinbase, qui pourtant est une entreprise régulée et publique, donc côté en bourse au Nasdaq, a reçu une notification qui précède l'action des autorités qui probablement imposeront des sanctions, des interdictions à cette entreprise. Ce qui étonne quand même parce que Coinbase a fait son entrée en bourse il y a 2 ans et évidemment la SEC, qui est celle qui a notifié... a envoyé cette notification à Coinbase, avait évidemment validé l'entrée en bourse de Coinbase. Donc on peut s'interroger par rapport au comportement des autorités américaines. Il y a presque une incohérence que l'on peut identifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le traumatisme d'FTX a été vraiment important et qu'aujourd'hui, le marché américain, qu'il y a 1 ou 2 ans, on l'identifiait comme le marché parfait pour les acteurs crypto, bien évidemment pas parfait, mais en tout cas très attractif. Aujourd'hui, il n'est plus du tout parfait et peut-être même moins attractif
parce que l'absence d'un cadre clair d'un point de vue réglementaire, en fin de compte, s'avère être un risque plus qu'une opportunité. Une incertitude pour ces plateformes. Exactement. Et même pour des entreprises complètement transparentes et régulées comme Coinbase. Alors, autre info que vous vouliez partager avec nous, c'est Circle, émetteur du deuxième stablecoin du marché, l'USDC, qui a annoncé établir son siège à Paris. Tout à fait, le siège européen. Exactement. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant si on met cette nouvelle en perspective avec l'autre, parce qu'on se rend compte que Circle, grand acteur américain, aujourd'hui commence à se projeter en Union européenne. Bien évidemment, ils n'ont pas cessé leurs activités aux États-Unis, mais ce qu'on comprend, c'est que la France et l'Europe, du fait de l'avancement de la réglementation, je pense au règlement MiCA, au projet pilote, on y reviendra, au statut PSAN en France, etc., sont de plus en plus attractifs. Aujourd'hui, les business crypto... Cette régulation n'effraie pas le marché. Tout l'inverse, en fait. Elle crée de la compréhension par rapport à comment on peut évoluer, comment on peut aller démarcher le secteur et comment on peut éventuellement structurer une stratégie sans le risque, cette épée de Damoclès sur la tête, que demain le régulateur pourra toquer à notre porte et imposer des dizaines de millions de sanctions sans qu'on puisse s'y préparer. Le comprendre et l'anticiper et l'éviter, bien évidemment. Et puis c'est aussi, j'imagine, parce que l'Europe, la France aussi, est un acteur très important dans le monde des crypto-actifs. Bien sûr, Paris est en train de devenir un peu le crypto-hub de l'Union européenne, tout à fait. On a les bons experts, on a les investisseurs. Effectivement, on a la réglementation, on a les talents aussi. Les écoles forment de plus en plus. Mais alors, est-ce qu'on a les champions ? On aura les champions, on l'espère. C'est ça toujours. On dit on est fort et tout, mais est-ce qu'on a les champions ? On a Ledger, on a Sorar, on a de plus en plus d'entreprises. Et puis on a la DAN, l'Association de développement pour les actifs numériques, donc l'association qui réunit tous les acteurs du secteur. On a un bel écosystème. Ok, alors vous avez évoqué très rapidement cette expérimentation en Europe. De quoi s'agit-il ? Le régime pilote, effectivement, c'est une des initiatives réglementaires de l'Union européenne qui va permettre aux institutions financières notamment d'effectuer des expérimentations sur blockchain pendant quelques années en bénéficiant d'un bac à sable, donc en gros de l'exemption de certaines contraintes réglementaires qui normalement s'appliqueraient aux titres financiers traditionnels et qui, à condition que ces titres soient tokenisés, donc représentés sur blockchain et échangés sur blockchain, dans le cadre d'expérimentations agréées, eh bien, ces acteurs pourront bénéficier d'un cadre simplifié pour pouvoir comprendre et tester les business. Elles ont besoin de ça pour se lancer dans les cryptos ? On parle des banques, en fait, c'est ça ? On parle notamment des acteurs financiers traditionnels, effectivement. Je pense qu'il y a une vraie demande d'accompagnement et de compréhension des enjeux. Cela passe par des expérimentations et donc effectivement la réglementation doit prendre cela en compte. Ce qui est important du régime pilote, c'est que ce texte a été travaillé pendant un certain temps et maintenant il est rentré en vigueur tout juste il y a 10 jours. Et ça implique l'écosystème crypto européen également ? Tout à cette fait, expérimentation. c'est une réglementation européenne. Enfin, je veux dire, du coup, ça fait travailler les établissements financiers traditionnels avec cet écosystème ? Ça fait travailler notamment, oui, en fin de compte, les deux, le régulateur, les acteurs financiers traditionnels, l'écosystème, et puis, au sens large, tous les acteurs impliqués dans l'écosystème, de près ou de loin. Bon, c'est bien s'ils communiquent ensemble. Alors, on termine avec l'actualité sur le groupe Meta, Facebook, qui a décidé d'arrêter, on en a parlé dans Où va le web, notre chronique régulière, ses initiatives NFT. Oui, c'est intéressant. Drôle de signal. Il y a quelque temps, on disait, en plus, le moment où le groupe Facebook a changé de nom, il s'est baptisé Meta, donc grandes ambitions et grands investissements, 10 milliards par an dans le métaverse, dans les cryptos, dans la blockchain. En réalité, on voit que pour l'instant, les initiatives de Meta ne sont pas un grand succès. Et en plus, pour un tas de raisons, le groupe Meta, aujourd'hui, est en difficulté financière. Donc, il est obligé de prioriser les initiatives. Et en fin de compte, ils ont décidé de ne pas prioriser les initiatives qui avaient été lancées au niveau des NFT, etc. Ce qui, d'une certaine manière, démontre que on ne peut pas improviser une initiative dans le Web3, notamment lorsqu'on est un acteur centralisé qui n'adhère pas forcément à 100% aux valeurs du Web3, en tout cas nativement. D'accord, c'est ça que vous en tirez comme leçon. Ok, parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais titré sur la folie des NFT. Oui. Aujourd'hui, c'est le phénomène ChatGPT. Est-ce que c'est pas juste une tendance quand on chasse une autre ? Non, je ne pense pas. Je pense que tout simplement, il faut comprendre que le Web3 n'est pas justement un effet de mode. Et donc, on ne peut pas lancer une initiative sans une compréhension des enjeux profonds et une stratégie au sens large. Mais Meta a les moyens quand même de s'offrir quelques experts sur ce sujet. C'est certainement pas les moyens qui manquent, mais peut-être la vision. Ouais.
Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert ces NFT? Effectivement, où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que ça a du sens de continuer à innover dans un sens fermé, dans un groupe fermé, une boîte fermée, et en même temps de lancer des initiatives dans le Web3 qui, par définition, est décentralisé, public et transparent? Tristan Richard, je ne sais pas si vous avez une question. On a un expert crypto Ouais, non, mais avec nous en plateau. C'est intéressant d'avoir cette notion de vision parce qu'on est quand même sur une économie, une technologie qui est naissante puisque l'informatique a que quelques dizaines d'années d'existence et d'avoir une vision finalement sur l'avenir, ça peut nous permettre aussi de projeter et pas refaire les erreurs du passé, que ce soit au 19e avec l'industrialisation ou l'arrivée de l'automobile au début du 20e. Quoi. Donc, La vision, important. Voilà. Merci beaucoup Flavio Resselli de KPMG. On va parler de NFT juste après dans Où va le web. Alors, Eva va nous parler du Bristol. Bristol qui décide de lancer sa collection de NFT. On verra avec Flavio si c'est pertinent ou pas. Aujourd'hui, des NFT dignes d'un palace. Le Bristol Paris lance sa première collection de NFT. Son nom, le Bristol Unlocked, ou déverrouillé en français. Une collection qui vient d'une collaboration avec la start-up Metav.rs et qui est composée de 11 pièces, comme le nombre de suites du palace. Une série très limité donc, mais c'est justement tout l'intérêt. Qui dit palace dit accès très privé, très exclusif. Cette poignée d'acquéreurs bénéficiera alors de privilèges dans la vraie vie. Une nuit à l'hôtel ? Beaucoup trop simple. Le Bristol Paris vous propose par exemple la dégustation d'un plat exclusif signé Éric Fréchon, ou encore un accès à la piscine du 6e étage, réservé normalement à la clientèle. Des récompenses toutes alignées avec l'excellence que s'impose le Bristol. Pour s'inscrire et essayer d'obtenir un des NFT, c'est à partir du 14 avril. Le Palace du 8e arrondissement souhaite clairement ici secouer les codes de l'industrie hôtelière de luxe. En juin dernier, le propriétaire du Palace faisait déjà ses premiers pas dans le Web3 avec une apparition dans le jeu de mode Dressed. Le groupe proposait aux utilisateurs de faire poser leur avatar devant son établissement phare, comme le Bristol. Et c'est loin d'être fini car l'établissement centenaire prépare en ce moment un système qui permettra à ses clients de payer leur chambre en crypto. Le mariage du luxe avec les exclusivités sous NFT, ça c'est pertinent? C'est pertinent et depuis un moment maintenant, effectivement, les NFT, de manière générale, le Web3 intéresse de plus en plus les acteurs du luxe. Ouais, bon, on verra si ça continue, parce qu'il y en a qui abandonnent, d'autres qui s'y mettent, on verra si ça tient tout ça. Merci beaucoup. Flavio Resselli, consultant de KPMG sur les cryptos. Tristan Richard, directeur des opérations APL Data Centers. On a parlé ensemble de cet impact environnemental du numérique et la nécessité du passage à l'action. Donc on invite tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis, à le faire. Merci à tous de nous avoir suivis d'ailleurs régulièrement sur Bismart en podcast, en replay.